Bienvenue à tous, bienvenue au Game Fair et bienvenue sur le stand d'Interprochasse avec Jean-Christophe Chastan, le président d'Interprochasse. Et on est bien accueillis à Interprochasse. Regardez, Ah, c'est l'heure du déjeuner. Qu'est-ce que c'est ça? alors ça c'est Cricri qui nous prépare ça, donc des saucisses à base de faisan je crois, si je ne me trompe pas, grillées. Donc Cricri qui est notre je dirais, blogueuse leader, vedette, et qui nous fait déguster énormément de recettes de gibier innovantes, hein, donc qui contribuent à l'opération de promotion de la venaison au sein d'Interprochasse. On va attendre un peu avant de déguster. On Oui, est oui, d'accord, oui, Jean-Christophe, oui, parce que tout à fait. quand même, nous avons notre invité Yves Mercier, Absolument. président de la Fédération nationale des chasses professionnelles, adhérent d'Interprochasse. Oui. Yves, merci d'être avec nous. Question simple, et on démarre. Les chasses professionnelles. Expliquez-nous, c'est quoi? C'est donc des chasses à l'identique des sociétés de chasse communales, sauf que forcément c'est dans un but de commerce et on accueille tous les chasseurs qui veulent bien venir sur nos chasses, hein. Donc il y a la chasse du canard, du faisan, du sanglier, de toutes les espèces. Avec des repas, avec donc une convivialité. Il y a environ 350 chasses professionnelles en France. Donc vous voyez, ça fait à peu près 3-4 par département. Donc on n'occupe pas non plus des espaces énormes. Et nous, notre fédération, elle est née en 84. Tout d'abord, puisqu'on devait comme action faire sortir un décret qui relevait de la loi de 76 et qui permettait donc de faire la chasse au petit gibier à plumes notamment. Voilà. On a attendu longtemps avant de voir ce décret, me semble-t-il. C'est ça, oui, puisqu'on a attendu près de 30 ans. il faut être patient. Hein. Il faut beaucoup de résilience. Comme dirait Martin Luther King, je veux dire, il faut toujours espérer et puis rêver. Voilà. Comment Interprochasse accompagne donc Yves Mercier et la fédération évidemment? Bien sûr que la Fédération nationale des chasses professionnelles font partie de nos membres essentiels, hein, puisque c'est un acteur essentiel de l'activité de la cynégétique française, comme vient de le souligner Yves. Moi j'aurais rajouté un peu aussi à la présentation des chasses commerciales que c'est des territoires d'accueil qui sont privés, mais qui permettent souvent aussi à certains chasseurs qui n'ont pas la possibilité de pouvoir aller sur certains territoires, d'être accueillis sur ces territoires-là. Ça permet d'organiser des chasses entre copains, des chasses d'entreprise, etc. Et de partager une forme de convivialité sur des sites sur lesquels on est accueillis, puisque ce sont vraiment des sites qui sont dédiés à l'activité cynégétique. Ensuite, bien évidemment, Interprochasse est très sensible à ses membres, et dans le cadre de la FNCP, on les accompagne bien sûr sur notamment les dossiers réglementaires. Mais Yves Mercier est un spécialiste, comme j'aime à le dire, c'est la mémoire un petit peu de la chasse française et des métiers de la chasse française, notamment en matière de gibier, en matière de chasse professionnelle. Donc c'est plus lui qui a à m'apprendre que moi qui ai à l'apprendre. Donc au contraire, j'apprends beaucoup à ses côtés depuis de nombreuses années. Ça nous a permis aussi, je crois quelque part, à travers une passion commune aussi, de se rapprocher, de devenir amis à quelque part. Et je crois qu'on est aujourd'hui de véritables amis. Que Yves est une personne que j'apprécie beaucoup parce que c'est une personne qui est passionnée et qui est une personne qui s'investit sans compter, mais sans attendre encore autour. Et ça, je crois que c'est beau aujourd'hui. Yves, vous parliez tout à l'heure qu'il y a 350 environ chasses commerciales en France. Est-ce que c'est plus, moins qu'il y a 10 ans, 20 ans? Est-ce que c'est stable ou... Non, nous, le nombre de chasses n'a pas bougé depuis à peu près une vingtaine d'années. Vous savez, on dépend bien sûr des conditions économiques. Donc, quelque part, il faut quand même un certain moyen pour venir chasser chez nous. Vu l'évolution de la chasse, si vous voulez, du nombre de chasseurs, on essaye malgré tout de maintenir déjà l'existant. Hein. Quand il y a une chasse qui se crée, il y en a une qui arrête, donc voilà. C'est un peu un roulement, on va dire. Alors Yves, je voulais arriver... Oui. Je voulais rajouter un petit quelque chose. Je me permets que j'ai oublié dans la présentation des chasses commerciales. J'ai expliqué que ça permettait de participer entre amis, etc. Mais aussi, les chasses commerciales ont un intérêt extrêmement important dans le monde cynégétique. C'est que ça permet, comme vient de le souligner Yves, on a malheureusement des territoires aujourd'hui
sur certaines régions un petit peu moins giboyeux, etc. Et du coup, ces chasses-là qui sont organisées avec un gibier suffisant permettent aussi d'accéder aux personnes qui ont des jeunes chiens ou des chiens adressés. Aussi, c'est un véritable lieu d'entraînement pour les chiens. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas la centrale canine qui me contredira, c'est vraiment un lieu essentiel pour l'entraînement des jeunes chiens. Et je voudrais souligner, quand Yves disait oui, quelquefois c'est peut-être un petit peu cher, pas tant que ça. Je crois que les chasses professionnelles ont fait énormément d'efforts, notamment sur les chasses de petits gibiers. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chasseurs, et moi je le constate dans les gens que je côtoie. Je côtoie forcément beaucoup de monde au niveau du monde cynégétique français. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chasseurs dits de chasse populaire, communale, etc., qui essaient d'accéder une fois ou deux fois dans l'année à une chasse communale, une chasse commerciale pour se faire plaisir. Et je dirais d'ailleurs pas chasse commerciale, moi je dirais chasse professionnelle, parce que ce sont de véritables professionnels. Alors, Yves, oui, vous voulez continuer? Oui, je disais que là actuellement, on a participé à de nombreuses lois, notamment donc la loi de 2012, loi chasse 2012, avec la sortie du décret. On a participé avec le ministère de l'écologie et aux côtés de la FNC donc à des arrêtés qui nous permettent, nous maintenant, de cadrer, d'avoir un véritable statut. Seulement le problème, c'est que c'est remis en cause récemment par une loi sur le désengrillagement donc au niveau national. Ça agite la filière. Hein. Bien sûr, puisque ça remet en cause tous les statuts, notamment le statut des enclos de chasse, donc qui date de 1976, il faut rappeler. Ça remet en cause la loi de 2012, la loi de 2005, et que quelque part, on mesure l'impact que va avoir sur nos entreprises. Je dis bien nos entreprises, cette loi qui est contraire à tout ce qu'on a pu obtenir jusque maintenant. Pardonnez-moi, concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette loi? Elle s'agit en quoi? La loi, c'est simple, c'est né d'un député qui a monté l'affaire au créneau, et puis maintenant cette loi elle est parue depuis février. Alors, 2023, elle oblige tous les propriétaires d'enclos ou de parcs d'abattre leur clôture à leurs frais, j'insiste bien. Elle remet en cause quand même quelque part le droit de propriété. Elle interdit l'agrainage et l'affouragement, donc si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Laisser mourir nos animaux dans nos parcs. Et puis elle dévalorise bien sûr le foncier des propriétaires qui s'étaient enclos. C'est-à-dire que n'importe qui peut entrer maintenant. Voilà, tout à fait. Bon, sauf que il y a quand même des amendes de classe 4 pour les gens qui pénètrent dans des parcs privés. Mais je veux dire, quelque part, l'amende de classe 4, si vous voulez, ça ne représente rien. Et nous, le souci maintenant, c'est qu'on risque d'avoir des accidents de chasse avec des gens qui pénètrent dans nos chasses qui sont quand même commerciales. Et des territoires privés. Et des territoires privés. Alors ça concerne bien sûr les chasses à caractère commercial, mais ça concerne tout propriétaire qui s'était engrillagé. Alors c'est certain, il y a des régions comme la Sologne où il y a beaucoup de grillage. Mais enfin, c'est particulier la Sologne. Voilà. Mais globalement, si vous voulez, sur le reste de la France, quand on a 2-3 parcs par département, si vous voulez, c'est rien, ça ne représente rien. Il faut rappeler aussi que le long des autoroutes, il y a des grillages qui, eux, font exception dans la loi. Mais je veux dire, on risque d'avoir les mêmes problèmes avec nos animaux qui sortent des parcs et qui vont sur la route. On risque aussi d'avoir des problèmes avec les agriculteurs et les forestiers aux environs des parcs. Donc ça va poser d'énormes problèmes. Encore, Jean-Christophe, un sujet sensible. Oui, tout à fait. Pour rebondir un peu sur les propos d'Yves, la personne qui a porté cette loi, je la connais bien, j'ai échangé avec lui. J'essaie de lui expliquer un petit peu aussi certaines dérives un petit peu de la loi, parce que déjà moi je trouve que l'atteinte à la propriété privée, déjà moi, je trouve ça inadmissible. On est sur un pays de république, on a l'impression qu'on casse. Pour moi la propriété privée fait partie des ciments de la République. Les gens ont le droit, lorsqu'ils ont travaillé longtemps pour s'acheter un bien, ont le droit de pouvoir en faire ce qu'ils veulent à titre privé. Je ne vois pas
comme dirait une certaine personne, moi demain je vais aller me promener dans l'appartement d'une personne en plein centre-ville, m'asseoir sur son canapé, regarder sa télé, j'aurai le droit parce qu'on a le droit de rentrer dans les propriétés gratuitement, quoi. Donc voilà, il y a quand même un facteur qui est peut-être moins humoristique et moi qui me gêne beaucoup, c'est l'aspect sécuritaire que vient d'évoquer Yves. Le fait qu'aujourd'hui, quand on organisera des parties de chasse dans ces territoires-là, si les animaux sortent du territoire alors qu'avant ils étaient contenus à l'intérieur du territoire, peuvent éventuellement augmenter l'aspect accidentogène et la Sologne, tout le monde connaît bien la Sologne. Je regrette, mais moi depuis qu'il y a des grillages en Sologne, il y a quand même beaucoup moins d'accidents le long des routes. On pratique les uns et les autres les routes de Sologne. La nuit, vous n'êtes pas tranquille avec vos phares. Alors que les grillages, ça permet quand même de sécuriser. On est encore en discussion là Non, la loi est parue. Bon, là maintenant, croyez bien que notre fédération va s'attaquer au côté juridique pour remonter donc chaque affaire au niveau du Conseil constitutionnel, voire de la Cour européenne des droits de l'homme. Il va y avoir des recours parce qu'en fait il y a des amendes aussi. Alors il y a des amendes et donc il faut absolument que nous on réagisse et qu'on monte les affaires au créneau. C'est certain, d'autant plus que ça génère quand même tout un impact au niveau de l'ensemble des filières économiques de la chasse. Les éleveurs par exemple de sangliers qui avaient uniquement la possibilité de lâcher des animaux dans des parcs clos, si vous voulez, ils perdent toute leur clientèle. Donc la profession est finie. Les armes, c'est pareil, il y aura moins de cartouches tirées, il y aura moins de lâcher de faisans, enfin bref, d'énormes problèmes à venir. Et je pense que quelque part, nous, en tant que fédération, on se doit de réagir. Yves, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Jean-Christophe, merci. Et vous savez quoi? On va déguster. Bah voilà. Voilà, mais bien évidemment. Merci allez, à vous. Yves, Bon je t'en appétit à prie. tout le monde. Voilà, Du allez, on va déjeuner. déguster. Au revoir. C'est délicieux. Bravo Cricri. Ça fait du bien. Le gibier, c'est bon toute l'année.